J'ai fait peur tout à l'heure parce que j'ai annoncé que j'avais une centaine de diapos, ce qui est vrai, mais je vous rassure, certaines je me passerai très vite. Et le support en fait que je vais vous présenter, je vais évidemment le partager avec vous, et tous les éléments sont cliquables, donc vous pourrez aller voir les projets, aller voir les sources et y revenir plus tranquillement ou plus longuement si cela vous intéresse. Peut-être pour démarrer, me présenter très très rapidement sur mon parcours. Moi j'ai commencé tout en haut comme pigiste dans la presse il y a un peu plus de 20 ans, donc à une époque où on disait que le journalisme était aussi sinistré que la sidérurgie, et puis ensuite j'ai continué en créant un magazine, Don Quichotte. On a eu la chance de mener jusque dans les kiosques, alors qu'il a démarré en fanzine vendu à la criée, et qui, s'il existait encore, ressemblerait peut-être à Society, si vous connaissez Society. Et puis j'ai basculé après en télé, en rentrant dans l'agence Kappa, pour créer des magazines de société, puis ensuite comme journaliste politique à Riposte. Donc j'ai quelques années là en télévision, ce que j'avais pas forcément imaginé plus tôt. Et c'est ce qui m'a fait venir aussi à Nantes il y a 15 ans de ça pour la création de Télé Nantes, dont j'étais le directeur des programmes à l'époque où Télé Nantes partageait son antenne avec Nantes 7, et Télé Nantes faisait un peu une sorte de programme façon France 5 local, avec une part importante au magazine, au débat, à la culture. Et j'avais comme voisin de palier dans la Halle 6, toute rénovée, Terra Echo, qui se développait aussi, et que j'ai rejoint au moment où Terra Echo a levé des fonds et a pu se lancer avec un magazine mensuel et un site internet dont j'étais le rédac-chef. Et sorti de cette expérience, j'ai créé donc West Media Lab avec un chercheur et un entrepreneur du web, donc il y avait une rencontre journaliste recherche web en 2012. Voilà, c'est une structure, je vous en parlerai un peu plus, qui existe donc depuis 6-7 ans maintenant. Voilà, je pense que c'est important que vous sachiez un peu d'où je parle. Donc je vais d'abord vous planter un peu le décor sur l'évolution des usages du numérique, mais plus précisément pour s'informer. Donc l'idée n'est pas de vous donner trop de chiffres, il y en a quelques-uns quand même, mais je pense que c'est important d'avoir en tête les évolutions. Sur 10 ans, il y a quelques graphiques, vous allez voir, qui sont assez spectaculaires. Et je pense que c'est évidemment partant des usages qu'on va ensuite s'adapter, décider quelle stratégie prendre, quel contenu produire, comment informer, sur quel support, à quelle vitesse. Tout découle de là quand même. Je m'appuie sur 4 études, alors principalement 2. Une que je vous recommande parce qu'elle est faite depuis plusieurs années sur 37 pays, donc c'est celle du Reuters Institute, le Digital News Report, donc chaque année. Et en plus, elle est centrée vraiment sur l'information. Le baromètre du numérique du Crédoc, que vous connaissez sans doute, qui rappelle quand même pas mal de choses en termes d'équipement, d'usage. Et plus succinctement, mais vous pourrez aller voir ces études plus longuement, c'est une étude qui a été faite par le GS Marsouin, qui est un groupement d'intérêt scientifique breton, donc sur l'empowerment à l'ère numérique, c'est-à-dire comment en fait les gens s'impliquent, s'engagent dans leur vie citoyenne, politique avec le numérique. Ça parle aussi, ça a un lien aussi évidemment avec nos sujets aujourd'hui. Et une étude américaine, mais qui est très poussée sur comment les Américains s'informent aujourd'hui sur le numérique, et notamment via les réseaux sociaux. Alors, c'est seulement américain, mais ça donne quand même quelques indicateurs. Voilà, déjà, ça je pense que tout le monde l'a en tête, 89% des Français connectés. Ça veut dire quand même qu'il y en a 11% qui ne le sont pas, toujours. Et qu'on estime aussi que l'électronisme, qu'on a des difficultés avec l'informatique ou Internet, c'est encore 23%. Mais vous voyez quand même la progression là sur 13 ans. On était évidemment en 2006, et pourtant Internet avait déjà 10 ans, on était qu'à 50%, que ça continue. On sent bien qu'on atteint quand même là, sans doute un plafond. Et puis, quelque chose qui est très spectaculaire sur 10 années, je pense que professionnels de l'information, de la com, on n'avait pas imaginé
que ça progresserait aussi vite, c'est la part du mobile. Qui maintenant c'est 3 Français sur 4, voilà, on voit bien, c'est la barre la plus foncée. Sa progression en moins de 10 ans, c'est vraiment spectaculaire, et ça continue, et toutes les couches sociales sont concernées. Ça touche davantage les plus jeunes, évidemment, les plus aisés, mais vous voyez, à titre de comparaison, les ouvriers sont aussi très équipés en smartphone, et il y a une différence entre ville et milieux ruraux. Donc le smartphone, en fait, c'est aujourd'hui, il est passé en tête, il n'y a pas très longtemps, l'an dernier, comme premier support, en fait, pour se connecter à Internet, et c'est aussi devenu le premier support pour beaucoup de médias, donc le premier support pour les gens pour s'informer. Devant l'ordinateur personnel ou celui du bureau, et la tablette qui est plutôt en déclin dans son usage. Hop. Justement, les usages du mobile, donc là c'est tout confondu, on l'utilise d'abord pour naviguer sur Internet. Ce qu'il faut noter là, c'est la très forte progression en fait des messageries. Et je pense que vous avez peut-être comme moi tous l'expérience, on a maintenant régulièrement des échanges via des messageries type Messenger, WhatsApp ou autres. Et ça devient aussi des canaux supplémentaires sur lesquels passe l'information, alors parfois personnelle entre amis, mais c'est plus large que ça. Et puis là, vous avez les sources d'informations par support. C'est-à-dire en fait, par quelle porte d'entrée, quel support est dominant dans l'information. Donc là, je vais un peu plus sur la partie info. Donc la télévision, on l'oublie parce qu'on parle tellement d'Internet, etc. Ça reste quand même le premier média de masse, etc. Alors maintenant, réseaux sociaux, d'ailleurs le temps passé l'an dernier, sur l'année 2018, sur Internet, c'est je crois 18 heures dans la semaine, ça équivaut au temps de télé maintenant. Donc on est quasiment au même niveau. Et puis évidemment vous avez le déclin de l'imprimé qui est quand même très très fort, vous voyez là sur une période de 5-6 ans. Et la progression des médias sociaux, mais pour s'informer ça a baissé un peu, c'est lié aussi aux changements d'algorithmes qui ont été faits notamment par Facebook, qui a plus privilégié les interactions en fait privées entre utilisateurs plutôt que celles autour des contenus des médias, contenus d'information. Grand écart aussi selon l'âge, pyramide inversée, là où vous voyez plus on est jeune, plus on est sur les médias sociaux, moins on est sur les supports traditionnels, et c'est l'inverse pour les populations les plus âgées. C'est vraiment très très net, et ça bascule pas en fait, comme ça pouvait se faire il y a 20 ans de ça, on disait bah oui, les jeunes ne lisent pas les journaux, mais ils vont, quand ils seront dans la vie active, etc., ils achèteront des journaux. Enfin, on n'observe pas de mouvement de bascule. Le smartphone pour l'info, je vous l'ai dit, voilà, en France, c'est 51% des Français qui utilisent leur smartphone pour s'informer. Un site comme Le Monde, le trafic du mobile, il est devant le trafic Internet via d'autres équipements. Et là, vous voyez, ça c'est aussi assez spectaculaire, et ça explique en grande partie les difficultés économiques que connaissent les médias. L'accès direct aussi d'informations, c'est moins d'un tiers. Donc en fait, à 2 tiers, ça se fait par d'autres portes d'entrée. Avec en tête le search, Google, d'où la bataille qui est en ce moment sur les droits voisins entre les éditeurs et Google, les médias sociaux, et là c'est des moyennes, parce qu'il y a des sites pour lesquels le trafic, sites d'information de Google c'est 40%, et là-dessus se rajoutent les réseaux sociaux à 20%, donc on a des infomédiaires en fait qui ont pris beaucoup d'espace. Donc ça varie aussi évidemment selon l'âge, c'est-à-dire que
l'accès direct, il concerne plutôt les plus âgés, et puis les plus jeunes sont davantage portés sur les médias sociaux. L'email aussi, qui est plutôt une pratique, même s'il revient, on en parlera, est plutôt une pratique qui concerne le public plus âgé. Ça, je pense que vous l'avez en tête, c'est les chiffres 2018. Voilà. Donc ça, c'est l'audience en France des réseaux sociaux. Donc 45 millions à peu près, même niveau pour YouTube et Facebook. Voilà, alors il y en a d'autres dont on parle beaucoup de TikTok aujourd'hui pour les très jeunes ou les jeunes adolescents qui sont à 4 millions, donc ils sont quand même bien en dessous de ce que vous voyez sur ce graphique. Mais je pense que c'est pas mal d'avoir aussi ces équilibres en tête. Je vous disais, Facebook perd du terrain comme porte d'entrée en tout cas pour s'informer. On le voit sur ce graphique, c'est notamment lié au changement d'algorithme qu'ils ont fait en 2018, privilégiant d'ailleurs beaucoup plus les groupes, ce qui a expliqué aussi en partie l'émergence sur les réseaux d'un mouvement comme les Gilets jaunes. Et voilà, et je vous disais, les messageries gagnent du terrain, c'est vraiment une tendance forte d'utiliser les messageries pour s'informer, c'est-à-dire que finalement on est plus enclin, de moins en moins peut-être enclin à partager des actus qui nous intéressent avec tout le monde sur Facebook, mais on le fait davantage sur WhatsApp ou sur d'autres messageries, et c'est aussi des espaces qui sont investis maintenant par les médias. Voilà. Les agrégateurs, ça compte quand même dans le paysage. Alors le premier d'entre eux, c'est Apple News. Il y a des journaux aujourd'hui, certains jours, qui font 20% de leur trafic avec Apple News. Alors, il faut être référencé sur Apple News, mais comme c'est activé d'office sur l'OS de l'iPhone, c'est devenu un infomédiaire aussi important. Puis après, il y a des applis que vous connaissez peut-être, comme News Republic et beaucoup d'autres, qui permettent un peu de créer ses propres filtres. Voilà, interdire du trafic pour certains éditeurs, Flipboard aussi. L'email qui fait un comeback, même en Belgique, vous voyez, c'est la part de l'email plus forte que sur les réseaux sociaux. Ça concerne en France en 2017 22% des personnes interrogées. Et ça progresse. Donc il y a un vrai retour en fait de l'email, sans doute dans un environnement que les gens trouvent trop, de surinformation. Il y a un besoin aussi à un moment de retrouver les choses quelque part, et la boîte mail, même si elle est chargée, elle peut aider pour ça. Puis l'email va proposer souvent une synthèse, ce qui change un peu du flux. Voilà. Juste un chiffre aussi pour vous dire, c'est intéressant quand même qu'aujourd'hui moins de la moitié se souviennent en fait du média on se souvient en fait par qui on a eu l'info ou par quel biais. Si on l'a vu sur Facebook, mais de quel média il s'agissait, est-ce que c'était une info de la ville de Nantes ou ça percute quand même que pour un utilisateur sur deux, voilà, tellement on a de supports, d'outils à disposition. Et puis une tendance forte aussi, c'est la vidéo. Donc en France, c'est 2 heures par semaine de vidéos regardées sur Internet. 5 heures par semaine en moyenne, 2 heures de plus, 2 heures de plus par semaine qu'il y a 2 ans, pour nous donner une idée de la progression. On est à 5 heures par moyenne, donc ça progresse très très vite. Et évidemment, surtout sur les jeunes. Alors là, c'est tout type de vidéos sur ce graphique. Ce qui veut dire qu'on a Netflix dedans et tout ce qui est replay, VOD, mais il y a aussi évidemment les contenus d'information. Là aussi d'ailleurs sur Netflix, des contenus d'infos. La vidéo pour s'informer, voilà, surtout des vidéos courtes aujourd'hui qui sont consommées, mais on y reviendra, pas exclusivement, et il y a même clairement de la place pour d'autres formats et une attente pour ça. Et puis quand même avoir en tête que le tout vidéo, faire un tout vidéo aujourd'hui comme stratégie sur internet, c'est peut-être pas ce qu'attendent non plus les gens, parce que vous voyez, le texte a encore la préférence d'une majorité, c'est en bleu,
d'une majorité, alors c'est sur 4 pays, d'utilisateurs. Ou le mix texte et vidéo, ce qui a fait aussi le succès des formats comme Brut. Mais voilà, il faut aussi avoir ça en tête. Ce texte, quelque part, il apporte aussi surtout dans des contextes aussi de mobilité où voilà, on se déplace. Et il a aussi cette force, puis c'est des habitudes qui sont tout simplement très ancrées, quoi. C'est le principal frein aujourd'hui pour aller sur Internet ou pour donner ses identifiants, créer un compte, donner son email pour se connecter à des sites. Et voilà, les gens ne sont pas forcément très optimistes sur les changements que pourra apporter les RGPD. Et puis ce chiffre aussi à avoir en tête, qui est un chiffre de Google, qui est je trouve vertigineux. Voilà, il y a plus d'une personne sur 2 qui quitte le mobile si la page met plus de 3 secondes à s'afficher. J'ai regardé mes sites quand j'ai vu le chiffre et je dis tous nos sites à West Media Lab ils mettent plus de 3 secondes. Donc on a du boulot et là il y a alors on était tous sur un public très captif qui a vraiment envie d'arriver sur nos infos, mais c'est super volatile et on voit bien aussi à quel point ça progresse plus le temps est important. Bon, c'est Google et Google vend aussi AMP qui est une solution qui permet l'affichage plus rapide, mais je pense qu'on peut quand même se fier à cette étude. Voilà, donc en résumé, à retenir, trafic devenu majoritairement mobile, des infomédiaires qui sont devenus la principale porte d'entrée pour plus des 2 tiers vers les sites d'information, mais des supports traditionnels qui n'ont pas disparu, loin de là pour la télé, et puis le papier qu'on annonçait maintes fois comme il est là, et il y a aussi, encore, vous le savez, des titres papier qui sont lancés avec succès, donc il va rester dans ce paysage. Et puis, pour illustrer un peu ce que j'ai dit, et ça fera une petite pause aussi pour moi, je vous propose d'écouter Josia. C'est une série qui est diffusée en ce moment sur Arte et qui nous raconte comment elle s'informe. Je déteste les journaux qu'on on doit s'abonner pour pouvoir s'informer. Je trouve pas ça normal en fait. Je m'appelle Josia, j'ai 17 ans. Je dirais que j'ouvre et je vois un média, enfin une information. Et c'est souvent comme sur Facebook, j'utilise que pour ça en fait. C'est là où je m'informe le plus. Il y a des infos vraies, il y a des infos fausses, il y a des putaclics, il y a un peu de tout en fait. J'ai vu un truc attentat Sri Lanka avec le nombre de blessés de morts et du coup j'ai voulu me renseigner plus. En général, je n'ouvre pas, je regarde la photo et le grand titre, je ferme et je vais sur Internet. Et là, je vais m'informer sur tout. Je vais essayer de voir pourquoi ils ont fait ça, quand, combien de victimes, combien de blessés. Genre là, j'étais sur LCI. Je vais tout lire, ensuite 20 minutes parce que j'ai confiance aussi. Et un peu sur tous les sites, jusqu'à me faire mon propre avis, ma propre opinion en fait. Après, même s'il y a un site qui me paraît vrai mais qui au final est faux, je vais le remarquer parce que si c'est des choses complètement différentes sur un site et les autres ils disent tous le même, ce sera forcément pas un bon site en fait. Quand je trouve que c'est pas assez vrai, je clique pas en fait. Mais là, je sais que ça vient de Mediapart, donc je clique, c'est obligé. Mais ça par contre c'est trop chiant, s'abonner. Même s'ils disent premier mois gratuit, je dois pas payer pour m'informer. Il y en a qui donnent des journaux dans la rue comme ça, et il y en a qui font payer. Autant rester sans rien savoir sur le monde. Si je comprends bien, faut même payer pour pouvoir être au courant. Je trouve pas ça normal. Ça par exemple, dois-je y croire ou pas? Je cliquerai pas dessus déjà. Ça me fait rire, mais je ne partagerai pas parce que j'ai pas envie de... Je sais pas si c'est vrai ou faux. Je sais pas si c'est pour faire rire ou quoi. Donc du coup, je vais regarder, je vais rire, mais je vais pas partager. Je fais souvent attention aux dates. Par exemple, une publication de disparition. Il y en a qui regardent pas la date. Par exemple, ça va dater de 2012 et ils vont le partager. Tout le monde va chercher, s'inquiéter, alors que la chaîne a déjà été retrouvée en fait. Mais quand c'est... Par exemple, on va prévenir d'un homme bizarre qui marche dans les rues de Lille, par exemple. Même si c'est pas vrai, je partage quand même parce que même si ce cas n'est pas vrai, il y en a peut-être un autre. Du coup, ça prévient quand même les filles, les femmes, les enfants à faire attention dans les rues de Lille, etc. Donc c'est préventif, donc je partage même si ce cas n'est pas forcément vrai, mais il y en a forcément un autre.
Et les sujets sérieux sur Twitter sont souvent détournés pour faire rire en fait. Et je passe ma vie dessus parce que il y a un peu tout dessus. Il y a des infos, il y a des trucs drôles. J'ai aimé un truc parce que ça m'a fait rire. En gros, c'est le journal Le JDD qui parle de Aurore Berger, députée LREM. Je suis persuadée que les Français sont d'accord pour travailler plus. Et il y a quelqu'un qui a cité en disant « Je bosse 41 heures par semaine pour un SMIC, de quoi tu me parles ?» Mais c'est vrai en fait, moi ça me fait rire, mais en vrai c'est un vrai problème derrière ça. Le Roi des Rats et Squeezie, c'est les youtubeurs que je regarde le plus. En fait, moi j'aime pas les vidéos super longues. Par exemple, je veux vouloir me documenter sur quelque chose, ça va être des documentaires de 30 minutes, et moi ça me... trop d'informations, etc. Donc le Roi des Rats, il compresse un peu tout, et il explique super bien, puis il y a des illustrations, il y a des screenshots. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai pu trouver en faisant ma petite enquête autour des différentes applications mobiles pour jeunes. Lui, il est fort centré sur le monde virtuel en fait. La pédopornographie, le harcèlement, le revenge porn. J'avais appris un truc que j'avais jamais appris, c'était le conflit Trump-Kim Jong-un. Je voyais plein d'articles, la guerre, etc., mais je comprenais pas de où ça venait. Et lui, il a expliqué du début à la fin, qu'est-ce qui se passait. Les États-Unis et la Corée sont en conflit depuis des dizaines d'années. L'origine provient de la guerre de Corée en 1950. On comprend en fait, on comprend bien. Même une jeune fille de 14 ans peut comprendre une de ces vidéos. Voilà, alors c'est un témoignage de jeunes parmi plein d'autres. Je trouve ça assez intéressant, ça dit plein de choses. Hop, je passe. La question après, c'est... parce qu'en fait, c'est notre question, nous, c'est comment on fait pour informer nos Josia, et aussi tous les publics qui vont avoir des attentes variées en termes de type de contenu, ils ne sont pas forcément sur les mêmes supports au même moment, etc. Et on est un peu dans cette équation impossible aujourd'hui où les gens veulent que ce soit de qualité, ils veulent avoir l'info tout de suite, de qualité, et si possible gratuitement, quoi. Hein, ce qui est impossible, quoi. Donc on est après forcément dans l'un ou l'autre des compromis, enfin ce qui est impossible, enfin, on peut tendre vers ça, mais franchement c'est une équation très très compliquée. Alors là, ce dont je vais vous parler, c'est un peu sur comment en fait le journalisme maintenant s'adapte à ces usages qu'on voit évoluer très très vite. Comment les rédactions, je pense que ça concerne aussi, quand je dis journaliste, je pense que rédaction, collectivité, médias de collectivité. Comment on fait? Alors donc je vais vous parler un peu de l'évolution du journaliste sur une numérique, sur une dizaine d'années. À travers cette famille, le conversationnel, le liquide, le journaliste liquide, je vous expliquerai, le temps réel, on a beaucoup parlé ces derniers temps avec l'affaire de Ligonnès, le long cours, le collaboratif, le computationnel ou le journaliste assisté par ordinateur, si vous voulez, et l'immersif. C'est une façon un peu d'organiser les choses, voilà, finalement comment on répond aujourd'hui à l'évolution des supports et des usages. Alors première chose, de conversationnel, ça avait plutôt bien commencé au départ, on pensait que voilà, on allait pouvoir faire participer le public à la production d'informations, puis ça a très vite dégénéré, si je puis dire, au point que certains sites qui s'étaient fait une spécialité de ça, considèrent qu'ils ont été incapables de gérer en fait les trolls et les haters et voilà, tous les commentaires haineux ou l'investissement aussi par le politique des réseaux sociaux, quoi. Au point que certains ont décidé d'externaliser ça, parfois dans des pays, d'autres pays, ou de fermer. Il y a pas mal de sites qui ont choisi sur la dernière période de fermer complètement leurs commentaires. La tendance aujourd'hui est plutôt de les rouvrir. Exemple de Nice Matin, parce que quand même si on ne discute pas avec sa propre communauté, même s'il y a des gens qui viennent mal intentionnés, il y a aussi le cœur des lecteurs qui se situe sur ces espaces-là. Donc en amenant des chartes, en faisant aussi un travail de curation, de tri, de veille, d'éditorialisation, de ce que fait très bien La Montagne ici, qui ont un magazine sur YouTube où ils valorisent les meilleurs commentaires de leurs lecteurs. En déplaçant les commentaires sur d'autres espaces, ça c'est le cas sur La Vie du Point, qui est une start-up d'ailleurs qu'on accompagne à West Media Lab, qui est dans notre programme d'incubation, et qui en fait
structure les commentaires en classant les meilleurs commentaires, et c'est les utilisateurs qui le font, donc on n'est pas dans un flux comme sur Facebook avec du tout venant, c'est organisé, c'est valorisé. Et de plus en plus aussi, les commentaires en fait sont organisés dans des clubs, dans des espaces réservés aux abonnés. Finalement, c'est un moyen aussi, il y a une attente du public pour échanger avec les journalistes. Et donc on crée les espaces un peu privilégiés pour le faire. Évidemment, le commentaire du commentaire avec les médias sociaux, parce que le commentaire est surtout maintenant sur les médias sociaux. Donc c'est un terrain qui est occupé maintenant du matin au soir par les médias. Et puis avec même des applications qui sont dédiées. Vous connaissez peut-être Jam, qui est une application sur Messenger et qui vous donne de l'info, qui est très populaire auprès des jeunes, qui vous donne de l'info de façon un peu ludique, en mimant une conversation un peu comme on peut en avoir sur une messagerie instantanée. Et ça glisse aussi, cette conversation a tendance un peu à glisser vers le coaching. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des assistants, alors vocaux ou des applications comme Skim, qui est une application américaine, personnelle, sur lequel on va vous donner des conseils de vie pratique. Ça peut être de l'administratif ou à des problèmes de santé, etc. au quotidien sur la journée, là où vous vous trouvez en fonction des problèmes que vous rencontrez. Donc une sorte d'info en continu, une conversation continue, mais en mode coaching. Deuxième forme, que j'appelle le journalisme liquide, c'est un peu en référence à la société liquide, quoi. C'est cette société qui va toujours plus vite, avec parfois moins de repères, mais il y a aussi un pendant positif du journalisme liquide. Alors sur la phase, je passerai vite là-dessus, un peu triviale et très commerciale, très mercantile, tout ce qui s'est fait dans les contenus à la demande, pour répondre sur un moteur de recherche instantanément à n'importe quelle question, on fournit un contenu. Le copier-coller qui a été le moyen aussi d'être référencé à tout prix et très vite, au point que une étude avait montré qu'il y a 64% du contenu qui était du copier-coller publié sur internet, puisque finalement tout le monde va bâtonner la même dépêche AFP, donc la reprendre un peu à sa sauce, la modifier, etc. Et de moins en moins de contenu original, jusqu'à ce que Google change aussi son algorithme et pénalise ce type de contenu. Et puis des formes plus intéressantes, des formes de journalisme qui vont mélanger divertissement et journalisme, ce que font pas mal de médias jeunes qui ont cartonné, notamment sur mobile, Vice, BuzzFeed, Melty en France, ou Combini, avec un vrai sens de l'accroche, et puis un peu un mélange, mais il peut y avoir des choses très sérieuses et très légères qui vont se côtoyer. Et puis il y aura une forme qui s'est beaucoup développée, ce qu'on appelle le piège à clic, ou plus vulgairement le putaclic, où là on fait vraiment des titres uniquement pour faire du trafic, quand bien même derrière on a survendu, ou l'info n'est pas est anecdotique, etc. Et puis de l'autre côté, on a un pendant beaucoup plus positif de ce journaliste liquide qui va s'adapter en permanence aux usages et aux supports. On l'a bien vu avec l'exemple de Josia. On a les vidéos sociales explicatives, elle parlait du roi des rats, ça en fait partie. Vox en fait, Brut, donc ils vont mêler infographie, archives, interviews, et dans des formats qui sont même populaires sur Netflix, parce que Vox c'est repris aujourd'hui sur Netflix. L'info en mode stories, donc là on voit bien aussi la prime du mobile, il faut absolument avoir une info d'abord visuelle, avec un premier niveau de lecture, animée, plus attractive. On est dans un univers très concurrentiel sur mobile, il y a des notifications, quand on est sur mobile on est parfois en train de faire autre chose, on se déplace, donc il faut absolument accrocher l'œil, ce que fait là très bien l'équipe, qui a une édition sur Snapchat quotidienne, et d'autres. Et puis aussi une info qui va aller s'inspirer des codes du web, donc ça peut être de faire de l'info en tweet en utilisant des émoticônes, comme le fait le flash tweet, de faire de l'info en GIF, de résumer les informations en GIF, ou d'utiliser les codes du GIF pour informer, ou les codes des youtubeurs, comme le fait brillamment ce journaliste de la Charente Libre qui fait une chronique sur l'actu, mais avec un ton de youtubeur.
quand c'est pas directement les youtubeurs qui deviennent journalistes de spécimens français et allemands en plein exercice. Autre famille, c'est le journalisme en temps réel. Alors, exercice compliqué qui s'est généralisé d'abord avec le live tweet, il me reste 15 minutes, ça va le faire. Qui est beaucoup utilisé maintenant sur l'actu chaude, qui a un grand succès quand le Monde fait ses lives, ça peut être il peut y avoir 300 000 personnes sur des actus très très fortes. Ce qui est un journaliste sur le fil, puisque on va vite, et donc le temps de vérification est réduit. Et puis parfois on ne prend pas la peine, le temps on y va avant que l'information soit démentie, on l'a vu ce week-end, qui est compliqué à modérer. Il y en a qui le font très bien, ils apportent un ton de spontanéité, comme Rémi Buisine qui a couvert notamment pour Brut tout le mouvement des Gilets jaunes. Et en même temps, les commentaires sont ouverts, notamment sur le live Facebook, donc il faut s'y préparer. Et certaines expériences ont été écourtées, parce que c'était pas tenable, tout simplement, en termes de commentaires. Et la tendance aussi, elle va vers l'équipement par les médias de leur propre. Chacun peut faire son propre petit studio vidéo. On peut faire ça même avec un smartphone et puis quelques équipements pour pouvoir faire du live vidéo sans dépendre aussi des plateformes à chaud. L'essor aussi du journalisme mobile, mobile journalism. Donc voilà, on va d'abord couvrir avec son smartphone et envoyer des vidéos à chaud. Il y a un journaliste qui l'a fait récemment de Ouest France sur Lubrizol et qui s'est retrouvé avec une vidéo vue 300 000 fois. Enfin, c'est phénoménal à quelle vitesse en fait on peut atteindre une audience très importante sur de l'actu chaude. Et puis aussi, le live se généralise, c'est plus anecdotique, mais on peut utiliser des flux de live qui sont mis à disposition. Là, c'était la conférence de presse sur des images qui sont libres d'accès. Et le nouvel espace aussi pour le journalisme live, c'est Twitch, dont on parle beaucoup là, récemment pour des faits dramatiques aussi, puisque le tueur en Allemagne avait mis sa vidéo sur cette plateforme de jeux vidéo. Mais il y a aussi d'excellents débats maintenant et contenus sur cette plateforme qui sont regardés. Et puis le pendant en fait du journalisme en temps réel, c'est le journalisme au long cours, c'est que quelque part cette accélération, elle crée aussi un appel, une demande pour la mise en perspective du recul, des formats plus longs. Donc il faut être sur les deux temps. Alors avec des formes très abouties, webdoc, webfiction, webtruc, parce que ça change de mot, on pourrait parler plus des formats longs. Là je vous en ai mis plusieurs qui sont excellents et que vous pourrez aller regarder. Des fois en reprenant aussi, comme ça c'était fait par l'équipe, c'était génial, c'est un webdoc sur mobile. Il valorise toutes les archives de l'équipe sur la Coupe du Monde, et il raconte la Coupe du Monde 98, mais en demandant aussi aux internautes de partager leurs propres souvenirs. Il y a 100 000 personnes qui le font en l'espace d'une semaine, quoi. Donc, webdoc participatif et mobile, là on coche toutes les cases pour avoir un très bon contenu durable. Là encore, c'est l'équipe qui le fait. On voit beaucoup de longs formats qui vont mêler photos, infographie, se développer. Vous lisez peut-être aussi Médiacité, c'est que des sujets aussi assez longs qui sont traités, des entretiens fleuves qui font leur retour. C'est ce qui fait aussi le succès, pas que, mais d'une chaîne comme Thinkerview. L'entretien avec un politique, un intellectuel, un penseur pendant 1 heure sans filtre. Bon, sauf qu'on ne voit pas l'interviewer, qui reste un peu mystérieux. Mais cette chaîne-là n'arrête pas de progresser en fait en termes d'abonnés sur YouTube. Et c'est des gens qui sont vraiment de l'internet qui font ça au départ, donc on aurait pu se dire ils allaient nous faire des vidéos pas plus de 5 minutes. Ils font tout l'inverse, ça trouve un public. Et je pense que le podcast aussi, dans son temps posé, d'intimité, d'écoute, de conversation aussi,
s'inscrit et on voit fleurir des productions originales et sur le podcast. On voit France Culture qui maintenant atteint des taux de réécoute en podcast. On n'imaginait pas avant que France Culture était aussi écoutée. Ça se compte en millions les écoutes de podcast. Au point que beaucoup de médias créent leur propre plateforme. Et anecdote, mais même le temps long, il vient sur Twitter. Le succès du Fred, vous savez, ces enchaînements de tweets qui sont les uns sous les autres, où finalement il y en a qui peuvent écrire, décliner tout un article ou même plus sous forme de tweet. Ça a aussi un succès sur un réseau qui était pourtant limité au départ à 140 signes. Le collaboratif aussi, c'est un vrai moyen de répondre en fait aux usages. Il y a toujours plus de support. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi dans mon parcours, toujours plus de support. Enfin, je comme vous, toujours moins de temps pour traiter l'information, et souvent des moyens réduits dans les équipes. Donc, il faut faire équipe. Déjà avec le public. Alors, ça peut être déjà en émergeant des blogs pour étoffer son offre de contenu. Ça peut être, comme le fait très bien ce journal néerlandais, raconter en permanence sur quoi travaille l'équipe et demander aux internautes s'ils n'ont pas une expertise, parce que parfois l'internaute peut être plus expert que le journaliste. C'est faire du journalisme de solution comme Nice Matin et dire ils disent de quoi voulez-vous, quel problème voulez-vous qu'on parle, le tri des déchets, on y va, comment on peut améliorer ça, et ils font participer en fait leur communauté, ils le font sur un groupe Facebook qui font remonter de l'information. Créer des réseaux de correspondants, d'observateurs dans les quartiers, ce que fait très bien France 24 par exemple, et d'autres. Ou créer carrément un média sur Facebook, ce qu'a fait 7 à Cherbourg, qui maintenant qui est même devenu un support imprimé. Mais 7 à Cherbourg, c'est un agenda, comme il y en a beaucoup maintenant dans les villes, lancé sur Facebook, sous forme de groupe Facebook, auquel participent les habitants. Et puis, petit à petit, ça s'est professionnalisé, c'est devenu un média. La collaboration aussi entre médias, ce qui peut se faire entre médias de collectivité, entre collectivités et médias privés, que ce soit sur l'agenda, que ce soit sur... Alors là, fact-checking, c'est plutôt pour l'actu ou sur l'enquête. S'associer avec des radios, des télévisions pour pouvoir produire les contenus aussi qu'on ne peut pas forcément faire en interne. Là, un bel exemple aussi, ça se fait aussi dans les collectivités, mais à partir de la data, les journalistes de PQR qui prennent les jeux de données et puis ils s'entraident, puisque finalement ils sont sur des territoires différents, il n'y a pas de concurrence, et donc chacun va récupérer un peu les données traitées et puis les utiliser et faire ses propres articles pour sa région. Et puis, sur les 5 minutes qui me restent, je vais parler du journalisme assisté par ordinateur. Alors là, il y a pas mal de choses sur le data journalisme, dont on a déjà parlé, qui s'est imposé maintenant comme un genre et une rubrique à part entière, qu'on pratique nous beaucoup aussi à West Media Lab sur les ateliers, qui prend des formes diverses et variées. Ça, c'était le travail de David Dufresne là, sur les blessés sur le mouvement des Gilets jaunes, et puis qui se renouvellent en motion design ou maintenant avec de la 3D, etc. Mais voilà, on a l'ordinateur qui nous permet en fait aussi d'aller plus vite et des outils qui nous permettent de traiter, y compris graphiquement, des choses qui n'étaient pas du tout accessibles il y a 10 ans sans avoir toute une équipe. La fouille de texte, c'est aussi dans le data journalisme, le fact-checking, on en a parlé. Les robots rédacteurs, on en a parlé au Festival de l'info locale. Il y a une partie en fait, de l'info qui est rébarbatif, qui est utile, mais qui n'a pas de grande valeur ajoutée, qui peut être automatisée. Et on peut aller faire de l'hyper local aussi, là où on ne pouvait pas le faire avant. Donc, il y a des entreprises comme Syllabs qui le font maintenant toutes les élections, où on a les scrutins qui sont traités de cette manière, mais ça peut concerner l'agenda, ça peut concerner les résultats sportifs. Moi je le vois d'abord comme un moyen de libérer du temps de cerveau pour des choses plus utiles
ou d'avoir une couverture plus fine, plus grande des territoires, là où on n'est pas assez dans les rédactions. Voilà, ça c'était plus anecdotique. Et puis l'immersif, j'irai assez vite, mais je pense que l'immersif, c'est aussi une réflexion sur comment on implique, comment on engage, comment on crée de l'interaction. Donc on peut le faire, on est encore pionnier avec le virtuel, on n'a pas encore tous les casques pour vivre ces expériences, mais on peut faire sentir les choses différemment par ce biais-là. La vidéo 360, c'est un peu développé aussi. C'est pas simple, ni à penser en termes de tournage, ni en montage, donc certains en sont revenus. Mais il y a aussi des formes d'immersion plus simples, prendre de la hauteur pour faire du drone journalisme ou faire du street journalisme en étant en immersion là dans les manifs avec Gaspard Glance par exemple, ou en se glissant au creux de l'oreille. Là on revient sur le podcast. Je pense que le podcast est aussi dans cette famille-là. Ou en proposant aussi des expériences interactives où on va pouvoir mettre l'utilisateur dans la peau de. Donc là, c'était le cas sur un petit news game sur Notre-Dame-des-Landes, mais vous avez aussi par exemple l'avenir qui l'a fait sur je me mets dans la peau du bourgmestre, du maire, et je dois gérer ma ville. Voilà, ce genre de simulateur en fait qu'on peut créer et qui va impliquer évidemment différemment. Les gens vont retenir davantage l'information souvent qu'ils ont été à un moment acteurs et conduits à faire des choix. Pour conclure, j'ai hâte de deux choses. D'abord qu'on est sûrement à la fin du journalisme Shiva, c'est-à-dire au début du web journalisme. D'abord, le web journaliste était dans son coin, c'était un pôle à part, et puis on lui demandait de tout faire. Donc petit à petit, il fallait que ce soit data journaliste, qu'il fasse de la vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ça je pense que c'était une phase un peu d'expérimentation, de découverte. On est sans doute au bout de ça parce que c'est pas tenable et on va plutôt vers des rédactions intégrées. Moi ce que je trouve intéressant c'est de se dire finalement web journaliste qui était un peu ce qui était noble avant, ça restait pendant un moment l'imprimé, finalement c'est là où se passent les choses les plus intéressantes je trouve aujourd'hui. Le web journaliste s'est fondu dans des rédactions qu'on dit intégrées, voilà, où tout le monde va être amené à diffuser sur le numérique. Alors moi j'ai connu, en arrivant à Terraco, c'était le web first, puis ensuite il y a eu le mobile first, puis non il faut faire du Facebook surf first, et puis il faut faire de la vidéo first, etc. Bon, honnêtement ça va un peu trop vite, donc il faut s'organiser par rapport à ça. Et je pense que la technologie, il faut se dire que elle nous oblige à être quelque part plus intelligents, pour paraphraser un peu Michel Serres, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher, elle est là pour nous aider, ça n'est qu'un outil, et à nous de mettre l'intelligence sur l'essentiel, sur le sens, les messages, sur les contenus. Et en termes d'organisation des rédacs, ce qui est très bien décrit dans ce petit bouquin de Jean-Marie Charon que je vous recommande, globalement comment les rédacs ont fait face à ça. Alors je vous disais la rédaction intégrée, c'est-à-dire que tous les supports sont combinés. Et puis ça va jusqu'à avoir une application mobile pour le matin, et puis se dire ce que fait le Guardian, que dans la matinée les gens ils sont au bureau, donc on peut proposer des formats qui sont sur un écran de bureau, et que le soir ils sont dans un autre temps d'information, donc on s'adapte un peu vraiment aux usages au fil de la journée en fonction des supports. En tout cas on a plusieurs supports, plusieurs temps d'information. La rédaction intégrée avec non plus une séparation entre web journaliste et journaliste vidéo ou journaliste imprimé, mais d'un côté des producteurs qui font les contenus, qui les vérifient, et puis de l'autre côté les éditeurs qui vont les adapter en fonction des supports. Et puis la constitution de plus en plus de pôles spécialisés, y compris dans des équipes de 10, 15, 20 personnes, où finalement il y aura une personne qui va se charger de la data et de se dire tiens tel sujet, est-ce qu'on ne peut pas en faire un traitement data ou l'enrichir, ou venir enrichir les contenus des autres. Et pareil pour le vidéo, le podcast ou le travail avec les communautés. Et puis comment on s'aide aussi dans cette grande mutation, cette transition numérique un peu permanente. On a besoin de lab, c'est la minute autopromo. mais
On a vraiment besoin de lab, et si vous ne le faites pas avec un lab externe, il faut le faire, et je pense que ce type de démarche aujourd'hui sert à ça. Il faut prendre le temps de faire de la veille, il faut partager de l'expérience entre vous dans les équipes, entre pairs, et aller sur des événements où il y a d'autres professionnels qui font part de leur expérience. Expérimenter, être humble, modeste, à l'écoute. Aller sur des hackathons ou des ateliers en tout cas pluridisciplinaires où il y avoir d'autres métiers. Tiens, on va pouvoir tester ce qu'on peut faire avec des informaticiens ou avec des motion designers, etc. Pour se rendre compte par soi-même du temps que ça prend, des possibilités que ça offre. Ça, c'est vraiment important. Et puis, si besoin, sur des projets, dire à un moment on y va, on prend une équipe de 3-4 personnes, on rentre dans un bootcamp ou une incubation, un accélérateur, on va prendre l'expertise qu'on n'a peut-être pas en interne et puis on essaie sur un temps court, 3 jours, de sortir un concept, de le tester et de faire la preuve du concept. Voilà ce que je pouvais vous raconter ce matin en 45 minutes. J'ai tenu mon trémie. Parce que Xavier n'y croyait pas quand je lui dis qu'il y avait 100 slides. On a le temps pour échanger. Des réactions et des questions. La présentation était très riche et merci Julien pour ça. Ça me fait sans doute réagir. Oui, qui a envie de poser une question. Oui, sur l'organisation des rédactions, parce que votre propos oui. Presque conclusif entre producteurs de contenu et éditeurs de contenu. Vous parliez de rédaction de petites 10-15, on n'est même pas 10. Oui. On nous demande, on est producteur de contenu sur du print, du web, on nous demande d'explorer des nouveaux formats. Et, avec une petite équipe, vous pouvez développer cette partie producteur de contenu, éditeur, ça veut dire qu'on est amené à se spécialiser à partir d'une taille critique ou on est amené à continuer je vais prendre multitâche ou Shiva comme vous dites. Parce que ça c'est ce qui se passe dans les journaux et les rédactions en général. Et évidemment ça va concerner d'abord les plus grandes qui peuvent plus facilement créer des pôles et puis avoir... Mais si je prends des rédactions plus petites, je prends l'exemple de TVRN par exemple, parce qu'ils sont moins de 15 aussi, hein, donc on doit être un peu comparable à votre équipe. Pour faire ça, c'est-à-dire qu'à un moment ils se sont dit bon, on est focus sur l'antenne et depuis des années toute notre production elle est régie par la grille, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui la télé elle se consomme plus comme ça, elle est à la carte, etc. Et pourtant, notre grille, et c'est pareil pour un journal qui dit on a l'imprimé, on a tant de pages, on a tel rubricage, donc on remplit ces espaces. Et donc ça va être le temps de minutes pour TVRN, pour un journal ou un petit journal, ça va être le nombre de feuillets, et c'est ça qui va tout rythmer derrière. Et à un moment ils se sont dit, vous voyez bien en fait qu'ils passaient à côté des usages et du public numérique. Ils se sont dit comment on fait pour aller chercher déjà que ce qu'on produit à l'antenne soit aussi vu, soit mieux annoncé déjà aussi sur le numérique, et soit aussi vu sur le numérique et que les gens ça puisse donner lieu à des prolongements, etc. Ils ont réduit le temps d'antenne. Ils se sont dit, un magazine qui était toutes les semaines, il y avait un magazine politique, il est passé tous les 15 jours, et de façon à libérer en fait, le temps dans l'équipe pour mieux accompagner sur le numérique. Il y avait un journaliste qui fait une émission de foot, c'est le gros succès souvent des télés locales et l'émission de foot, qui avait déjà lui une communauté incroyable sur la page Facebook. Donc à un moment ça a été de se dire alors ils ont recruté aussi comme community manager, mais plutôt que de demander à chacun d'être le community manager de sa propre production, de sa propre page, ils ont organisé en fait la production en créant des temps où ils peuvent échanger, où ils peuvent animer certains espaces. Puis, alors ils ont considéré que sur le foot c'était important d'avoir une vraie page, une vraie communauté. Par contre ils n'ont pas créé des espaces non plus de Facebook sur toutes les pages et sur toutes les rubriques de la chaîne. Donc c'est des choix, c'est des ajustements, des choix. Ça arrive dans une équipe de 10. Je connais d'autres collectivités qui ont une personne qui a la vidéo. Peut-être qu'on peut avoir une personne en data, puis une personne sur l'interaction avec la communauté. C'est peut-être
un peu court sur une agglomération comme Nantes. Mais il faut aussi à un moment se poser la question des supports existants. Est-ce qu'on continue à les remplir toujours voilà. Mais c'est pas simple parce que en même temps il y a des questions de coûts, des contraintes. Il faut aussi que l'imprimé arrive dans les boîtes aux lettres et c'est aussi une façon par laquelle les gens s'informent. Mais voilà, pour donner un exemple, le TVRN, ils l'ont géré comme ça. Dans ce que tu démontres aussi, il y a une hyper-segmentation des publics, des modes de consommation, et c'est de plus en plus vrai, avec notamment la segmentation par les jeunes, et pas que. Du coup, la multiplicité aussi des formats, la multiplicité des chaînes de diffusion, je veux dire des chaînes au sens générique du terme, ça c'est une question, y compris organisationnelle, très importante. Et en fait, ce qui est compliqué pour les collectivités, c'est que vous ne pouvez pas faire des choix sur des catégories publiques. C'est comme ça que l'on... En même temps, ça a existé historiquement. Moi, j'étais à la Ville du Mans, on avait le magazine municipal, et puis dedans, il y avait le magazine des jeunes, qui était tenu par la direction de la jeunesse. Alors, qui faisait son magazine des jeunes. C'est ça. Vous pouvez produire des contenus plus spécifiques pour certains publics, mais vous ne pouvez pas dire on laisse tomber. On a même fait des choses pour les vieux à Nantes. Il n'y a pas de public qu'on lâche. Parce que certains médias font aussi ces choix-là, et c'est parfois douloureux, c'est de dire nous on va considérer que sur les jeunes. C'est vrai qu'une des questions par exemple que nous on aura à traiter sans doute, je pense que la question des étudiants ou des jeunes est quasiment pas traitée par nous d'un point de vue média, enfin d'un point de vue information, et on voit effectivement que c'est des enjeux très importants en termes d'éducation, d'évolution, de comportement, etc. par rapport à la société de demain, mais ça signifie des moyens forcément en face, quoi. Forcément. Ou plus de collaboration peut-être avec des médias associatifs. Par exemple, pour reparler de TVRN, ils produisent de plus en plus de choses avec la ville de Rennes. Donc ça peut être sur une opération pour parler d'un quartier. Et aujourd'hui, il y a des modèles de collectivités qui ont été aussi loin dans cette démarche collaborative. Ça démarre, quoi, ça balbutie. Alors, un endroit, ça va être, on prend l'agenda qui nous amène Ouest France. À un autre endroit, on travaille avec la télé locale ou avec une radio associative. Et puis il y a des choses qui se mais à Rennes, pour l'avoir mis en œuvre, y compris effectivement, notamment avec Ouest France, puisque la revue culturelle était d'abord une émanation de la ville et qu'on a historiquement travaillé avec Ouest France, qui du coup est devenu l'éditeur, et parce qu'ils ne trouvaient pas de modèle économique, et on l'a accompagné pour permettre le développement de cet agenda culturel sur l'ensemble. Et la relation avec TVRN était une collaboration étroite depuis de longues années. Alors évidemment, ce qu'on n'arrive pas à faire à Nantes. Ouais. Après, c'est vrai que les médias ils peuvent des fois aussi afficher leur indépendance et ne pas... J'en connais qui ont été en fait approchés pour des rubriques ou des suppléments, etc. Et qu'on dit non, ça nous embête de faire ça. Après, ça s'entend aussi, pour des médias indépendants, associatifs. Après, il y a aussi l'infoservice, il y a une info qui est un peu plus brute et qui peut être travaillée, raffinée. Comme ça à plusieurs, ça je pense qu'il y a clairement un potentiel là, sur le... Et puis entre collectivités, sans doute aussi, alors là je pense entre villes et communautés de l'agglo, ou ça peut être aussi collaboration à ce niveau-là. Je sais que sur l'open data, il y a pas mal de choses qui se font entre agglos. Ça, je crois que c'est aussi un moyen de répondre à demande d'information, de contenu, et puis de trouver des économies en changeant d'échelle. Ça me surprend toujours de voir telle ville refaire quelque chose qui a été fait. Je sais que vous en parlez entre vous, entre responsables comme Open Data, etc. Mais il y a peut-être davantage à travailler et à structurer aussi ces échanges entre comme des collectivités, quoi.
La question que tu poses, enfin, la présentation, elle est intéressante, pas uniquement d'un point de vue journalistique, mais aussi comment nos messages, comment on structure, comment on organise nos messages, et tous nos messages à destination des différentes cibles. On voit que ça bouge très très vite dans les modes de consommation, quoi. Ça, comment les équipes arrivent à s'adapter en permanence à ces évolutions, et tu le disais, on est passé effectivement de... Ça peut être usant, ouais. C'est des changements radicaux, l'évolution de la vidéo en l'espace de 2-3 ans, c'est juste... et on ne s'arrête pas comme ça, l'idéal, c'est du jour au lendemain. Et on est obligé de faire des choix, parce que là, je vois pas, le gros sujet du moment, pour beaucoup de médias, c'est le podcast. Ah oui, mais ils ont derrière eux la vidéo qui n'est pas encore absorbée, qui n'a pas encore fait ses preuves en termes de monétisation. Enfin, pour les journaux qui vivent de la... c'est-à-dire que la vidéo, la pub sur la vidéo, bon, un petit peu brut, fait du brand content, mais ils ont de telle audience. Mais il y a pas mal de journaux pour lesquels c'est pas encore concluant. Et maintenant, on dit, bon, il faut aller sur le podcast sans y voir non plus d'ailleurs plus clair sur ce que ça peut rapporter. Après, on peut se dire, bah oui, mais en termes d'usage, c'est un nouvel espace, c'est des nouveaux moments, c'est un public peut-être plus jeune, plus urbain, c'est vrai, etc. Mais faire des choix, quoi. C'est pas de taille moyenne, hein, West Media Lab, qui vont être entre 10 et 20 personnes. Après, faire quel choix, ça c'est à vous de... Et du coup, dans tes préconisations, c'est pas de multiplier les supports et tous les formats et du coup le travail que ça nécessite pour toucher les bonnes cibles, c'est plutôt de remettre à plat plutôt qui on veut toucher et quel est le meilleur format qui répondra à cette cible en fait. Parce que nous, jusqu'à aujourd'hui, et puis même sans parler de la collectivité, hein, mais dans les médias, ce que tu dis juste à l'instant, c'est dès qu'il y a un petit effet de mode, tout le monde fonce en disant c'est là qu'il faut y aller. Alors on a fait des blogs, on a fait des vidéos, on a fait des blogs, des stories. Voilà. Et au final, on s'est tous un peu paumés là-dedans à participer à l'infobésité, mais en parlant à personne, entre guillemets, quoi. Enfin, en tout cas, en ne touchant pas toujours ceux qu'on veut toucher, quoi. Donc oui, l'idée c'est quand même plutôt de se dire on remet à plat, on cible les bons canaux et puis les bons messages. Toucher la bonne cible et puis le lancer, se donner 3 mois ou 6 mois, mais si c'est déjà beaucoup 3 mois, d'avoir des objectifs au départ précis, les mesurer au bout de 3 mois, ils sont atteints, ils sont pas atteints, pas hésiter à essayer autre chose, passer à autre chose, parce que il n'y a que dans cette dynamique là. Faire des choix de façon comme ça définitive et puis pour s'apercevoir 3 ans après qu'ils n'étaient pas payants. Donc faut cette, on parle d'agilité, c'est vrai, il faut cette agilité là. Mais vous ne pouvez pas être partout, quoi. Enfin, le New York Times peut-être être partout, quoi. Mais le politique de grandes et moyennes et même de petites villes, il évolue aussi dans sa fonction d'agilité. Parce que si demain, par exemple, on faisait le test de dire nous, on arrête tous les journaux municipaux sur les 24 communes et on passe à une collaboration et il n'y a qu'une seule information, parce qu'il n'y a pas de frontière d'information, que j'habite Saint-Herblain ou j'habite Coëron, non, tout soit arrêté de vie ce territoire-là. Il y a un travail de pédagogie à faire auprès de tous les élus là, qui vont être élus en leur disant mais moi il n'y a plus de journaux, il n'y a plus de site internet, moi c'est une seule histoire. Encore par Ouest France, c'est pas social. Puis le journal Maintenant de Passion, je suis passé, je le prends parce que je le reçois pas. Moi. Et je le prends parce que j'ai plus ce rapport-là. Enfin, sinon, je vais sur le Facebook ou pour l'agenda, pour les sorties du week-end. Moi, mon réflexe, c'est Ville de Nantes. N'en déplaise à Ouest France, mais je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui, pour les sorties du week-end, c'est bien fait, etc. Mais l'avantage de la page de collectivité, c'est que tout à l'heure, rapide, gratuit et gratuit, rapide et qualité. La collectivité, par essence, remplit pas mal de trucs. Elle n'est pas vraiment gratuite, en fait. Non, mais oui. Elle est gratuite pour un certain nombre. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une forme de solidarité à ce que tout le monde ait l'information. Oui. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vas acheter tout à fait. tu payes tous les mois. On est pile à l'heure. Ceux qui veulent juste poser une dernière question, Philippe, et après on peut continuer à échanger devant le café, mais ça libère ceux qui... Non, c'est juste parce qu'il y a...
20 minutes qui a créé, alors parce qu'ils ont une problématique particulière qu'ils n'avaient pas de service de diffusion print, puisqu'ils ont créé un service de diffusion des différents contenus, web ou avec une plateforme plutôt parisienne, dans les locales, si j'ai bien compris, ils continuent à diffuser chacun, mais qui du coup hiérarchie, choisit le type de plateforme en fait par cible. Je ne sais pas s'il y a déjà, si les retours sont positifs, mais parce que ça permet justement de penser la diffusion multicanale extrêmement ciblée de manière plus pertinente, parce que c'est centralisé, que ça permet la hiérarchisation qu'on ne fait pas quand c'est éclaté en fait. J'ai vu les derniers chiffres de 20 minutes. Économique, hein. Parce que bon, c'est aussi eux en termes de diffusion, de progression de leur audience et de la publicité, ils sont bons. Donc, donc cette stratégie, elle porte ses fruits. Moi je pense qu'il y a une vraie voie là-dessus, parce que ce qu'on n'arrive pas à faire quand on démultiplie, quand on est chacun, chaque journaliste, à avoir la vision sur son sujet, son public, ou pas, et qu'on ne la partage pas avec les autres ou très peu, on a du mal à avoir, puis en plus à évaluer les retombées de ce contenu. Et se redemander pour chaque production de contenu, quel public et qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. Est-ce que ce contenu-là, on le fait pour avoir un maximum de visibilité? Est-ce qu'on le fait pour avoir une partie des gens qui vont s'engager, s'impliquer sur une opération particulière? Est-ce qu'on le fait parce qu'on va être les seuls à le faire et que personne ne traite ce sujet-là et qu'il est important? Enfin, voilà, d'avoir une grille à chaque fois assez claire dans vos réunions de rédaction pour dire bon, ça, je pense, ça aide aussi à redonner aussi du sens à ce qu'on fait, parce que c'est vrai que à Terra Echo, moi, derrière l'expérience presse, on s'est retrouvé à un moment tellement le nez dans le guidon, faut boucler les newsletters du lendemain, et il commençait à plus y avoir d'échange entre le numérique et le web, le numérique et le print, pour une rédaction qui était plutôt jeune et qui avait a priori tous les codes pour réussir ça. Donc, il faut se reposer à chaque fois la question des publics et des objectifs sur chaque production de contenu, quoi.